Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Twitch de la Bonne Auberge. Oui. Je suis Joe Hume. À côté de moi, à ma gauche donc, Frédéric Sigrist. Bonsoir. Bonsoir Joe. Et à ma droite, j'ai dit à ma droite Frédéric Sigrist alors qu'il est à ma gauche. Et à ma droite. Non, t'as dit à ta gauche. Ça commence très très bien. T'as dit à ta gauche. C'est super. T'aurais dit à ta droite, j'aurais toujours dit, t'aurais tiqué un petit peu. J'aurais tiqué. À ma droite, Nicolas Brosseau. Bonsoir. Salut Joe. C'est assez rare de se retrouver devant une table avec Nicolas Brosseau sans 50 000 jouets juste devant nous. Ça me manque. C'est que le début de l'émission. Ouais, voilà, mais c'est ce qu'on fait d'habitude ici sur le Studio 17 et sur la chaîne de la Bonne Auberge, c'est qu'on vous parle de jouets. Frédéric Sigrist, lui, vous parle de pop culture, et nous, ce soir, on va vous parler de financement participatif, celui de la nouvelle saison Ascendance de la plateforme de vidéos à la demande du Studio 17, à laquelle, si vous avez déjà participé, eh bien, vous avez Vous êtes une belle personne. Toute notre gratitude. Oui. Et nos remerciements. Le premier palier a été atteint et là on n'est pas très loin du deuxième palier et c'est un petit peu la raison de notre présence face à vous ce soir. Oh, pas que, on avait aussi un peu envie de se voir. Non, parce que ça fait intéresser sinon. C'est vrai, mais on a quand même un peu envie de joindre l'utile et l'agréable. On avait envie de se voir et on s'est dit c'est bien aussi si c'est filmé et si ça peut aider le studio. Tant qu'à faire. Et nos émissions. Donc nous avons bravé la chaleur, comme ça peut s'apercevoir sur notre teint huileux. Oui. Mais voilà, on va être là pour vous parler un petit peu, vous parler de l'avancement de cette campagne, vous parler des émissions que nous venons, dont nous avons envie de vous donner envie de suivre, si ce n'est pas déjà le cas. Et ces deux émissions étant celles qui vont arriver, qui seront renouvelées si ce deuxième palier est atteint. Et on va commencer par Spin-Off. L'émission de Frédéric Sigrist ici présent. Oui. Est-ce que pour les potentiels... Alors déjà, bonsoir le chat, bonsoir tout le monde. Je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux à interagir un petit peu sur le chat. Si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez surtout pas à... écrire question pour ensuite la poser et elle nous arrivera de manière ostentatoire afin que nous puissions y répondre de la manière la plus... Tu fais ça tellement bien. Je sais pas comment on fait. Je n'y connais rien, je découvre, je suis un chien devant le volant d'une voiture. Fred, revenons à Spin-Off. Est-ce que tu peux donc nous parler de cette émission, de son concept et de pourquoi tu as aimé faire cette première saison et qu'est-ce qui te pousse à t'investir à nouveau pour une seconde saison? Eh bien, Spin-Off, c'est l'enfant légitime d'une émission que j'ai créée et que j'ai présentée pendant 9 ans sur France Inter qui s'appelait Blockbuster. Ouais. Et quand les directions ont changé et m'ont signifié que cette image de la pop culture n'avait plus sa place dans les médias généralistes, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Soit je vais présenter ce projet à d'autres annonceurs, décideurs, partant du principe que je vais me retrouver en face de gens très âgés qui ne comprennent pas la pop culture et l'importance politique que la pop culture a dans la vie de tous les jours. Est-ce que je te coupe avec une petite question rapide, est-ce que tu t'es retrouvé dans cette configuration où on t'a dit c'est super ton programme, il faut qu'on le fasse sponsor? Y a de ça. Et où on t'a dit, en gros, il faut que tu essaies de nous trouver des annonceurs pour qu'ils donnent des sous, et à ce moment-là, ça posera plus de problème de parler de ce genre de sujet. Il y a eu de ça, et puis j'ai rencontré aussi des gens qui me disaient mais nous, on adore la pop culture. Par exemple, une émission sur Taylor Swift, on serait très content. Et t'es là, tu dis oui, d'accord, mais il y en a déjà beaucoup. Et puis Taylor Swift, c'est pas le monopole de la pop culture, ça va très très loin. Moi, j'ai envie de parler de l'Assassin Royal, j'ai envie de parler de jeux vidéo, d'animés, enfin vraiment de jouets. Il y a plein de choses à dire sur plein de sujets. Ce qui était la vocation déjà de Blockbuster, à laquelle j'ai eu la chance de participer une fois, et qui était un amalgame de sujets parfois très de niche et à d'autres moments des sujets extrêmement populaires. La sortie d'un énorme blockbuster va permettre en creux de parler de l'industrie du comics. Enfin, il y a quelque chose du public le plus large au public le plus restreint. Cinéma, jeux vidéo, manga, bande dessinée, c'était vraiment, moi c'est tous des trucs qui me font vivre
depuis que je suis tout petit. En fait, c'est même ce qui a fait mon identité, j'ose le dire, de citoyen. Ouais. Et même de père. C'est-à-dire que je tiens plus des préceptes d'éducation, de bande dessinée, que d'interaction avec les gens. Moi, j'étais fils unique. Si jamais il n'y avait pas eu la pop culture, les jouets et la fantaisie, clairement, j'aurais rien découvert, j'aurais rien appris. Et contrairement à ce qu'on pense, souvent en plus, ça m'a permis de découvrir des classiques. La pop culture m'a connecté à des classiques. Voilà, la première fois que je vois Ulysse 31, je me dis waouh, c'est énorme Ulysse 31 en dessin animé. Et puis, du coup, ça te. Du coup, t'as lu l'Iliade et l'Odyssée, l'Odyssée, comme ça, et tu dis ah oui, ça vient de là, etc. Et donc quand ça s'est arrêté, je me suis dit bon, je pense que j'aimerais bien travailler avec des gens qui comprennent ce que je dis. Quand je leur dis que là, on a la possibilité d'avoir une interview de tel ou tel dessinateur, ou qui j'ai pas des gens qui me regardent comme ça, genre c'est qui? Tu vois, des trucs. Et donc, parce que à France Inter, c'est ce qui arrivait très souvent, tu vois, où t'as des grands noms. Que ce soit Hajime Isayama, le créateur de l'Attaque des Titans, tu dis on a la possibilité de. Mais alors, moi, je te dirais même que tu peux avoir en face de toi des personnes qui te disent c'est qui, parce que c'est pas grave de pas connaître tout, mais qui soit te connaissent et te font confiance et te disent donc si il me dit que c'est une personne intéressante à recevoir, il connaît son émission, il connaît son contenu, il connaît son programme et donc je vais lui faire confiance, soit juste simplement me donner envie de me renseigner sur la personne dont tu parles, constater et dire ah oui effectivement ce serait intéressant. Le problème c'est que j'imagine que tu t'es retrouvé face à des personnes qui ne faisaient de toute façon pas cette démarche et qui si le nom que tu leur donnais ne sonnait pas une cloche dans leur tête, c'était mais puis mort, surtout qu'ils voyaient avant tout combien ça va coûter. Est-ce qu'il faut dégager un technicien pour parce que genre il va venir à la Japan Expo ou tout ça, mais oh là ça va nous coûter cher. Là en plus il y a une Coupe du Monde ou il y a un événement sportif, les JO, quoi que ce soit. Non clairement. Et en fait au final tu te retrouves à dire à des attachés de presse qui t'ont contacté, qui te disent voilà, là il y a Alan Davis, là il y a Masashi Kishimoto qui vient, le créateur de Naruto, tu vois. Donc ça vous intéresse? Je dis bah moi personnellement ça m'intéresse énormément, mais la station qui héberge mon émission non, parce que là il y a les JO et ça phagocyte tout. Et donc je me suis dit tant qu'à remettre le machin sur l'établi, à quasiment 50 ans, de devoir se réinventer, je me suis dit, je préfère le faire avec des gens qui comprennent ce que je fais, qui comprennent qui j'invite, et surtout, le faire dans une économie qui correspond à mes valeurs, qui sont, on va pas se mentir, des valeurs de gros gauchos. Voilà. Un gros gaucho de 50 berges qui remet son machin sur l'établi. Bon, ça, a priori, on a envie de baquer tout ça. Ben voilà. Et donc je me suis dit, comme ça faisait un moment, j'entendais beaucoup parler de La Bonne Auberge, de Lucien, de Max Mammouth. Et en plus, Lucien avait joué dans la série que j'ai écrite pour France Royale de France, une série sur le jeu vidéo qui s'appelait Space Game. Énorme flagrant délit de copinage, bien voilà. Et donc, au bout d'un moment, je dis mais c'est dingue. En fait, on se croise, on a, tu sais, vraiment des degrés de séparation, mais très petits depuis longtemps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais comme je voyais plein de gens, mais dont toi, tu vois, chacun faire ses émissions dans son coin, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi on travaille seul? En fait, le Studio 17, ça pourrait devenir les Avengers de la pop culture, mais officiels. C'est-à-dire que au lieu de savoir, de toujours se perdre à qui on invite pour parler de tel sujet, moi j'aspirais à ce que tout d'un coup le Studio 17 puisse devenir une référence dans les salons. Voilà, vous voulez quelqu'un qui s'y connaît en comics? Au Studio 17 il y a. Vous voulez quelqu'un qui s'y connaît en jouets? Au Studio 17 il y a. Et je trouvais que c'était intéressant de synthétiser nos forces et de compenser les faiblesses de tout à chacun, parce que voilà, tout seul tu vas plus vite mais ensemble tu vas plus loin, et voilà pourquoi je me suis dit bah tiens, ça vaut le coup, si je dois refaire des efforts en relançant, en continuant une émission de pop culture, je veux le faire avec des gens qui sont raccords avec ce que sont mes valeurs, et puis que j'aime bien, dont j'admire le travail, j'admire l'énergie, et là quand je vois comment ils se battent avec ce financement participatif, parce qu'il faut se rendre compte du nombre d'heures qu'ils accumulent pour défendre ce projet qui est immense, hein, parce que quand on voit déjà en même pas un an
le nombre d'émissions qu'ils ont lancées, le nombre de qualités, le nombre de programmes, le nombre de talents qui passent par là. C'est hallucinant. Cette plateforme n'a pas un an. Et regardez déjà tout ce qu'ils ont fait. C'est hallucinant. C'est la fin de ce live, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de participer au financement de la deuxième saison du Studio 17. Non, plus sérieusement, merci. Il est minuit 45. Il est minuit 45. Les gens découvrent certaines ou certains que Frédéric Christ, effectivement, est un énorme digresseur. On nous a mis dans la même pièce et devant des caméras, donc ça va être compliqué pour Nicolas Brosseau, vers qui je vais me tourner tout de suite. Nicolas Brosseau, avec qui j'ai la chance de collaborer depuis des années maintenant sur l'émission 20th Century Toys, que nous avons monté, je ne sais même plus en quelle année c'était, mais ça devait être aux alentours de l'an 2017, quelque chose comme ça. C'était il y a une petite dizaine d'années. Une petite dizaine d'années, ouais, c'est ça. Sur l'impulsion de notre ami Ben Renaud, que nous embrassons, que les personnes qui suivent le Studio 17 connaissent très bien, puisque non seulement il participe à 20th Century Toys, mais il est également l'animateur de Quiz, une émission dont nous parlerons un petit peu plus tard ce soir, car nous allons franchir le prochain palier et pouvoir vous parler du palier suivant, mais je ne m'avance pas trop. Responsable de la charte graphique également. Responsable également de toute la charte graphique du Studio 17, du 7-17, on le dit comme on veut. Et donc, avec Grégoire Hello, cette émission qui a commencé à l'époque chez Webedia, qui ensuite donc était en vidéo, qui est devenu ensuite un podcast audio, où d'ailleurs le défi ça a été de parler de jouets et de donner envie aux gens de regarder des jouets alors qu'on n'avait pas d'image. Et puis c'est une émission qui a souvent démarré, puis s'est mis en sommeil, puis a redémarré un peu miraculeusement, et on s'est retrouvés tous les quatre autour du Studio 17. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision de cette émission, Nico, et de pourquoi, parce que maintenant je commence à te connaître un petit peu, plusieurs fois tu nous as dit ouais mais finalement les jouets maintenant je pense que je vais m'écarter de ça, et 20th Century Toys finit toujours par revenir. Tu finis toujours par refabriquer des jouets. C'est terrible parce que tu parles de ça comme si c'était un drogué. Non, pas du tout. Est-ce que la passion peut être comparée à la drogue? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous fait, qui active nos moteurs intérieurs. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est chez toi. Et comment, en tant que personne qui participe à cette émission, comment tu la vois et comment tu la décrirais à quelqu'un qui ne la connaît pas? Déjà, ça a été une aventure effectivement depuis 7 ans, un peu plus maintenant, qui est énorme. C'est-à-dire, moi, je me souviens comment j'ai intégré l'émission. Vous m'aviez invité comme un simple invité. Oui. Pour présenter... Simple invité, c'est un peu péjoratif. J'étais juste un invité pour présenter mon travail de sculpteur de jouets de collection à l'époque. Et puis, ça avait bien pris et on s'était bien amusé. Il y avait eu un bon état d'esprit, je trouvais. Et puis surtout qu'on a rarement, moi je vous appelle mes amis jouets, ça fait toujours rigoler mes connaissances, les gens que je fréquente. You got a friend in me. Ils ont l'impression que je parle avec mes jouets, quoi. Et non, c'est une petite capsule où on parle vraiment d'une passion. On a l'impression qu'il n'y a que nous qui partageons ce genre de truc. Et puis finalement, quand on la dévoile, cette capsule-là, on se rend compte qu'il y a plein d'autres personnes qui peut être intéressés par ça, ou alors qui ne sont pas intéressés au début et qui s'y mettent quand même, qui nous écoutent quand même, qui nous regardent quand même parce que il y a un truc qui leur parle. Voir aussi, il y a beaucoup de gens qui suivent l'émission qui me disent de voir votre passion, ça me transporte. Et de voir le fait que vous appréciez autant cet univers-là. Et mes parents ont découvert une partie de moi aussi dans cette émission. C'est-à-dire qu'ils savaient que je faisais du jouet, ils savaient que je bossais là-dedans en tant que designer autrefois, mais ils ne savaient pas la culture que j'avais autour de ce truc-là. Et mon œil de designer aussi, et de personne qui a bossé avec les usines, techniques autour de ce truc-là. Pour moi, c'est une occasion super de retrouver des amis et surtout de découvrir des nouveaux objets, des nouveaux produits et de les faire découvrir avec passion à d'autres personnes. Et d'en fabriquer. Et du coup, Parce qu'en fait, t'arrives pas à t'en empêcher de ça. Ouais, en fait, il y a un truc, j'ai un rapport à la création qui est assez particulier où je peux pas m'empêcher de fabriquer des choses. Il y a des moments où c'est assez relou quand même. Je suis un peu aliéné à ce truc-là.
Et le jouet, je veux tout le temps essayer de m'en sortir. Et en même temps, j'ai un mur géant chez moi composé de jouets. Je n'arrive pas à décrocher de ce truc. Tu parlais de drogue, c'est une vraie cam, quoi. Il y a vraiment un shoot de design, de forme, de couleur qui me rappelle quand j'étais gosse, quand j'avais mes premières Tortues Ninja, mes Batman. Je savais que c'était une sculpture. C'est la toute première forme d'art que j'ai eue entre les mains. Globalement, un enfant, c'est sa première forme d'art qu'il a entre les mains, c'est le jouet. Ça a été pensé, sculpté par quelqu'un. Et moi, j'avais envie de réveiller les adultes et de leur dire, mais les gars, vous vous rendez compte de comment c'est bien fait, ça? Parce que vous dénigrez tous là ma Tortue Ninja, mais elle est extrêmement bien peinte. Moi, je sais pas faire ça, tu vois. Et ce truc-là m'a complètement fasciné. Et aujourd'hui, dans mon travail d'artiste, j'ai envie de me réinspirer de cette énergie-là quand j'étais enfant et de le distiller aussi dans ce que je suis en tant qu'adulte aujourd'hui. Essayer de l'élever comme un art, vraiment. Et aussi de quitter un peu, alors là, peut-être que je vais me mettre à dos certaines personnes, mais de quitter un monde un peu trop geek, peut-être. Et je voudrais rentrer un peu plus dans le monde du design, dans le monde de la déco, Mais c'est pas forcément antinomique. Je pense que c'est pas forcément antinomique. Particulièrement aujourd'hui, ce qui rend les choses antinomiques, c'est la manière dont les termes geek ou nerd se sont tellement démocratisés qu'aujourd'hui c'est un petit peu galvaudé et que c'est devenu des mots valises. Mais je pense pas que design et culture geek de base soient des choses qui sont antinomiques. Oui. Mais ça nécessite quand même, vis-à-vis de ce que j'ai envie de produire, de réfléchir vraiment à une cible, de réfléchir à un esprit créatif. Et aujourd'hui, j'étais au musée du Quai Branly, par exemple, pour trouver de l'inspiration dans d'autres cultures, dans d'autres époques, pour essayer de voir aussi dans quelle mesure mon identité de pop culture peut se mettre dans des objets comme ça, que je pourrais trouver beaux. Et que d'autres pourraient aussi trouver beau. Juste avant de te poser ma prochaine question, je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez nous poser des questions sur le chat de la chaîne Twitch du Studio 17 en écrivant question avant la phrase que vous allez poser. Et du coup, ça nous apparaît directement sur un petit chat à part qui fait qu'on pourra répondre à vos questions si vous en avez pour Fred, pour Nicolas ou pour moi. Et en disant ça, évidemment, j'ai oublié la question que j'allais te poser. Si, il y a un autre aspect de ton travail et de la manière dont tu t'engages dans ce discours autour des jouets qui, moi, m'a frappé depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça a beaucoup nourri le contenu de 20th Century Toys et la pertinence, je trouve, de cette émission qui, à la base, pour moi, était une excuse pour acheter des jouets et venir les montrer aux gens. Et à ton contact... ou les photographier. Ou les photographier, bien sûr. Ça, c'est une activité dont je vous parlerai un petit peu plus tard, mais il s'agit pas de moi pour le moment. Mais à ton contact, je me suis aussi rendu compte que on pouvait... Comme quoi tout est politique et qu'on peut défendre des idées et exprimer des opinions politiques et sociétales à travers le jouet. Et toi, ta vision de l'industrie du jouet, de la manière dont c'est fabriqué, elle est engagée. Et cet engagement, sans jamais être pushy ni ostensiblement militant, tu la partages et tu l'as partagé avec nous. Que ce soit sur le thème du genre, que ce soit sur le thème des conditions de travail dans les usines de fabrication. C'est quelque chose que tu as toujours souhaité mettre en exergue dans les émissions et dans la manière dont tu t'exprimes. Et ça, je trouve ça assez génial. Ouais, parce qu'effectivement, le jouet parle d'énormément de choses dans notre société et résume plein d'éléments dont on peut parler. Donc, c'était important effectivement de réaxer sans cesse l'humain autour de cet objet, la plupart du temps de plastique, parce que finalement c'est juste un objet pour faire du fric, globalement. Et c'est seulement, ça ne sert qu'à ça a priori. Mais déjà ça en dit énormément de choses. Et après c'est aux consommateurs, c'est aux collectionneurs de savoir comment se réapproprier cet objet capitaliste et comment savoir ce qui se trame, lire ce qui se trame derrière tout ça. Et en discuter avec d'autres gens, c'est-à-dire prendre le thème au sérieux tout simplement aussi et voir ce qu'il raconte.
Ah, ça, je trouve ça absolument passionnant. Ben moi, ça me permet je crois pour la première fois de te remercier par rapport à ça, parce que je pense que Greg, Hello et Ben qui participent à l'émission iraient dans mon sens sur le fait que nous trois, en tout cas, ça nous a ouvert à certains aspects de cette passion qu'on ignorait jusqu'à présent, ou en tout cas qu'on connaissait trop peu, et à travers les dossiers que tu as fait sur les itérations précédentes de cette émission, mais qui continuent aussi dans le travail qu'on fait avec le Studio 17, je trouve que ça nous ouvre les yeux sur plein d'aspects qui sont vraiment passionnants. Donc j'espère que ça peut vous passionner également, parce que si vous nous suivez là ce soir sur ce live, peut-être, je ne préjuge de rien, mais que vous êtes abonné au Studio 17, ou que vous avez appris à connaître cette entité à travers ces émissions phares. Je pense à La Bonne Auberge, aux actuels plays de jeux de rôle, mais on est également là pour vous sensibiliser à ça. Le Studio 17, c'est, comme le disait Fred également tout à l'heure, c'est un éventail de propositions qui couvre un panel pop culturel très large, avec, on en parlait tout à l'heure via Ben Renaud, mais des émissions d'entertainment et de jeux, avec Quiz qui vient d'être lancé, et qui... le deuxième épisode est disponible dès aujourd'hui. Voilà, le deuxième épisode était disponible ce matin. Les choses se font bien, et qui va peut-être repartir pour une deuxième saison si on atteint le palier suivant. On vous en parlera également. Il y a également The End Drags, qui est une des émissions que je trouve essentielle et d'utilité publique aujourd'hui, et qui n'est proposé, enfin ce type d'émission n'est proposé strictement nulle part ailleurs qu'ici. Donc 20th Century Toys fait partie de ça aussi, c'est-à-dire que c'est un large éventail de... Pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore vu, il y a déjà combien d'épisodes de 20th Century Toys pour l'instant, alors 4 épisodes sont disponibles. 4 épisodes sont disponibles. On en a encore 2 pour cette première saison. On a relancé un petit peu la machine parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission. On s'est même posé la question de la légitimité aujourd'hui. On a réussi au fur et à mesure de cette saison à avoir des invités, histoire d'élargir le propos, histoire de pas être que 4 mecs autour d'une table qui parlent de jouets. Et c'est ça aussi qu'on a envie c'est cette ouverture qu'on a envie de développer. Et comme le disait Nico, d'aller attraper des gens pour qui le jouet à la base, ça ne peut être, et encore une fois je le dis sans aucune condescendance, mais le jouet chez vous, ça peut être le Funko Pop de votre personnage pop culturel préféré que vous avez sur votre étagère, et basta. Mais en fait, derrière Funko Pop, il y a un empire du jouet qu'il est passionnant de découvrir, que ce soit dans ses aspects les plus problématiques, mais aussi dans ce que ça a pu démocratiser dans la pop culture en général. Donc voilà, tout ça c'est des sujets qui sont assez passionnants, dont on a hâte de continuer à vous parler, et pour ça il faut participer. Dites-le aux gens autour de vous, parlez-en. Si jamais autour de vous il y a des gens qui adorent les jouets mais qui n'y connaissent rien aux jeux de rôle, le Studio 17 ça peut l'intéresser. S'il y a des gens qui aiment les débats d'idées, le Studio 17 ça peut les intéresser, même si on n'est pas obligé d'être fan de Donjons et Dragons pour s'abonner au Studio 17. On n'est pas obligé d'être fan de jouets. Sait que c'est la locomotive. C'est la locomotive. C'est la locomotive. Mais ça n'est pas que ça. Mais voilà, ça n'est pas que ça. Et je trouve que pour 2,50€ par mois, si vous prenez l'abonnement à 30€ par an, c'est quand même une porte ouverte sur potentiellement plein de sujets qui vont vous donner envie de découvrir plein d'autres choses, quoi. Fred, je vais revenir vers toi. J'avais une transition qui m'échappe maintenant, évidemment, puisque nous ne faisons que digresser. Mais est-ce que suite à cette première saison sur le Studio 17, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais développer ou faire évoluer dans cette deuxième saison, ou est-ce qu'il y a des objectifs que tu te fixes pour faire continuer à vivre Spin-off? Si tu veux, en fait, j'ai déjà été tellement surpris de la bienveillance de certains éditeurs, de certaines boîtes de production vis-à-vis de la première saison de Spin-off, parce que de Spin-off, parce qu'en fait on a eu des invités
mais même à l'époque de France Inter, la souplesse, le fait de pouvoir faire une émission par semaine, a fait qu'on a eu Brian Vaughan, l'auteur de Saga, Why the Last Man, qui a travaillé sur Lost. On a eu Bilquis Evely et Mattheus Lopez, les auteurs et autrices de Supergirl, Woman of Tomorrow, et de Helen de Windhorn. On a eu Patrick Sobral, le créateur des Légendaires, qui est venu ici. Mes potes Daddy, Yacine, Dedo et puis Guillaume Meurice qui sont également venus. Pénélope, bien évidemment. Pénélope, qui est donc le dernier épisode de la saison, Pénélope Bagieux, c'était le dernier épisode. qui est disponible là. Je sais pas quand est-ce qu'il est tombé, mais c'est très récent. Oui, il est sorti, je crois que c'est la semaine dernière. Voilà, Pénélope qui parle de Incendiaire, donc sa nouvelle bande dessinée. Et pas que, hein. Mais qui vient à l'occasion de la sortie de sa bande dessinée Incendiaire. Et donc en fait, en plus, on était vraiment dans une logique de émission proposée sur une chaîne à péage, voilà, une plateforme, voilà, où il fallait être abonné pour y avoir accès. Et en dépit de ça, j'ai eu plein de demandes de grands groupes. Warner, par exemple, m'a contacté pour me dire nous, écoutez, on est vraiment fan de ce que vous avez fait avec Bilquis Evely et Mattheus Lopez, et on aimerait pour d'autres films développer et proposer des interviews dans votre émission, parce qu'il y a donc, tu veux dire qu'il y a un petit cercle vertueux qui commence à se mettre en place à l'issue de cette première saison. J'ai eu les responsables d'Ankama, de Persona, Atlus, pour du prochain Virtua Fighter de Sega, qui m'ont contacté pour me dire écoutez, si ça vous dit, nous on aimerait bien qu'ils viennent dans votre émission pour on a vu ce que vous avez fait avec Dotemu, voilà, on a adoré. Et on aime la démarche. Est-ce qu'on peut rappeler Dotemu pour les gens qui nous regardent, qui est Street of Rage 4, Absolum, effectivement, les Tortues Ninja, Shredder's Revenge. C'est un éditeur de jeux vidéo français. Voilà. Et donc en fait, ça peut sembler assez surprenant, mais les gens m'appellent, ont trouvé mon numéro et m'appellent directement pour me dire ça, c'est cool. Écoutez, nous on est partant. Et est-ce que tu as un projet un ou une invitée de rêve que tu souhaiterais avoir dans Spin-off? En fait, pour l'instant, le Moby Dick. Le Moby Dick, ça serait sûrement un auteur ou une autrice de manga. Ouais. Et ça, c'est très particulier parce que je suis certain que c'est facile de les avoir. Alors, on a Grégoire Hello dans 20th Century Tales qui peut te faire la traduction, en tout cas. Oui, ça je sais. Ça, tu as pas de problème. Mais en fait, le problème des mangaka hommes et femmes, c'est pas eux qui sont toujours très 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 partants et qui ont vraiment plein de choses à dire sur leur œuvre et même sur le processus de création, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, c'est comment créer à partir de rien. C'est les maisons d'édition. Voilà, c'est les maisons d'édition, c'est les éditeurs japonais. Qui sont japonais. Pourquoi est-ce qu'ils bloquent les maisons d'édition? Parce que c'est des contrôles fric à un point qui nuit même à leurs œuvres. En fait. On en a parlé avec Greg déjà. Parce que Grégoire, je rappelle qu'au-delà de faire 20th Century Toys, c'est quand même à Kurokawa. Il est quand même à Kurokawa depuis des années et il traite très régulièrement, enfin les personnes avec lesquelles il est en lien régulièrement pour ses éditions, ce sont les maisons d'édition japonaises, et c'est effectivement difficile. Ah bah oui, il faut s'y prendre des fois 2 ans en amont, des échanges perpétuels, mais vraiment pour rien. Et en plus, comme il y a une sorte de... On est un pays, la France, qui, mine de rien, est quand même habitué, même si c'est en train de se perdre un petit peu, à avoir un regard critique sur ce qu'elle consomme. On a le droit. Mais quand je dis critique, c'est pas forcément pour être négatif, mais on a le droit d'avoir une pensée autre sur une œuvre, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que ton discours sur le jouet, par exemple, Nicolas, c'est quelque chose qui s'inscrit totalement dans l'histoire de l'art à la française. On analyse ce qu'on apprécie. Les Japonais, non. Ah ouais. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'ils ont pas d'avis, mais simplement ils vont le garder pour eux. Ça ne se dit pas. Okay. Ils ont pas par exemple l'habitude de la satire à la télévision. Donc en fait, les auteurs s'expriment, mais uniquement
dans leur œuvre. À travers les œuvres. À travers les Ouais, œuvres. tout Ce à fait. qui fait qu'on se retrouve, mais des fois, dans des trucs ubuesques où t'es en face d'un mangaka qui va, par exemple, a fait un manga sur sa transition, tu vois, qui était, il est passé de garçon à femme. Et quand tu parles de la situation de la transsexualité au Japon, tout d'un coup, il va rien dire. Il dit, Ouais, non, ça mais s'éteint, ouais. je parle pas. Parce qu'il y a une peur de l'opprobre, il y a une peur Parce que, déjà, il faut pas oublier que même s'il y a un décorum culturel très très fort de la part du Japon, Tokyo, Kyoto, les temples, les torii, les studios Ghibli et tout ça, c'est une nation qui est une nation d'extrême droite. La première ministre actuelle est quelqu'un d'extrêmement rigoriste. Et il y a une situation des minorités qui reste très très problématique dans ce pays. Simplement, comme le soft power, ce tourisme, cette manière de se présenter au monde via la pop culture a tellement envahi le monde. C'est-à-dire que les animés et tout ça, on a tendance à oublier la réalité sociale qui est derrière. Et comme en fait, nous, en tant qu'Occidentaux et en tant que Français particulièrement, on a toujours tendance à relier les choses aussi quand on pose des questions. Moi, je me suis retrouvé dans une situation mais absolument surréaliste. Et quand on avait interviewé Masashi Kishimoto au Grand Rex, où moi je voulais parler notamment du village de la foudre, des ninjas de la foudre, qui sont tous inspirés par des Afro-Américains. Ils font du catch, Killer Bee, il fait du rap, il a des dreads blanches, alors que c'est un pays dans lequel le métissage est encore assez mal vu. Et donc j'ai dit pourquoi moi je trouve Killer Bee c'est un des personnages les plus cool de Naruto. Pourquoi avoir choisi de s'inspirer de la culture afro-américaine? Les éditeurs, pas Masashi Kishimoto, les éditeurs ont dit non, on ne parle pas de la couleur de peau d'un Naruto. Et tu te dis vous allez faire une masterclass au Grand Rex. Face à des lecteurs de shonen, qui est un type de manga de garçons avec le côté neketsu où tu te dépasses comme ça, où tu le dépassement de soi pour atteindre à chaque fois un objectif. C'est Dragon Ball. Qui cartonne dans les quartiers populaires en France. Donc vous allez avoir un public ou un Grand Rex hyper coloré. Ça vous gêne pas? Qui vont vous applaudir, qui connaissent les génériques par cœur, qui vivent Naruto, qui pensent Naruto. Mais par contre, évoquer les Afro-Américains que Masashi Kishimoto lui-même décide, non, on n'en parle pas. Et voilà. Et ça, c'est ce qui résume les difficultés permanentes que tu as avec le Japon. Et le problème, c'est qu'après, tu te fais déchirer la bouche sur les réseaux parce que tu dis c'est quoi les questions à la con que vous avez posées? Franchement, moi, j'en aurais posé des plus intéressantes. C'est juste qu'elles n'ont pas filtré. Il y en a eu. Voilà. Alors, juste, j'ai compté, il s'est passé 10 minutes entre le moment où j'ai posé ma question à Frédéric Sigrist et le moment où il n'a toujours pas répondu à cette question. Alors qu'en plus, j'ai déjà 2 autres questions pour lui de la part du chat. Donc, tu vas répondre très rapidement à ma question. D'accord. Quel est ton invité de rêve? Alors, mon invité de rêve est Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto, ok. Hidetaka Miyazaki sort un jeu bientôt sur Switch 2, si jamais... Bon voilà, oui, c'est lancé, voilà, c'est exactement, comme ça. Exactement. C'est comme ça, on sait jamais. J'ai 2 questions du chat pour toi. La première de Sol Célébrian, merci pour ta question. Avez-vous lu Black Butler de Yana Toboso et est-ce que ça vous intéresserait de l'interviewer? Bien sûr. Ouais, ok. Donc voilà, ça serait... C'était court, ça. C'était une question, bien, merci. Ça m'a pris de court cette réponse courte. Je vais pas en question pour Fred, est-ce que tu trouves que les mangas mainstream aujourd'hui sont de plus en plus ouvertement politiques et prennent de moins en moins de pincettes? Est-ce qu'il y a une tendance? Il y a une tendance, oui. Il y a une jeune génération d'auteurs et d'autrices qui... Japonais et japonaises. Oui, japonais et japonaises, qui ont tendance à vraiment déjà faire des œuvres plus courtes et qui trollent eux-mêmes le système. Je pense que une fois que One Piece sera... Parce que même One Piece, One Piece troll énormément son propre pays. Et donc oui, je trouve que c'est en train de changer. Attends, je rebondis sur ce que tu as commencé à dire et que tu n'as pas terminé. Une fois que One Piece, parce que tu trouves que One Piece phagocyte quand même énormément la visibilité, et qu'une fois que One Piece sera terminé, il va y avoir de la place pour plein d'autres choses? Alors il va y avoir de la place et de la casse, parce que je pense que One Piece est une bulle
qui fait encore tenir, qui évite au marché japonais de vraiment se remettre en question. Ouais. Parce que ça génère encore beaucoup d'argent. Ce qui a été un peu Walking Dead pour le comics américain au moment où Walking Dead existait. Mais quand ça va s'arrêter, et je ne doute pas qu'il y aura forcément des suites, des spin-offs oui, et tout bien ça, sûr. mais néanmoins, ça va s'arrêter. On pourra regarder la bourse japonaise, ça va être quelque chose de fou. Ouais, effectivement. Et ça les obligera à avoir une remise en question sur la manière de créer le manga, sur la manière de raconter les histoires. De toute façon, c'est comme dans Jurassic Park, la nature trouve toujours son chemin. Et ben même l'idée de révolte et de rébellion, aussi corsetée soit la société, elle trouve toujours manière à s'exprimer. Toujours. Nico, toi cette année, on en a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure quand on présentait l'émission. L'un des défis que tu t'es fixé, c'était de proposer à chaque nouvel épisode de 20th Century Toys, chaque nouvelle émission, un nouveau jouet ou du moins un nouveau concept de jouet inspiré de manière aléatoire par un objet que tu as sobrement nommé la trash roulette. La trash roulette, c'est-à-dire une roulette à 3 roues qui te permettait de définir 3 aspects distincts d'un jouet que tu allais ensuite devoir proposer. Un objectif que tu as pour le moment tenu. J'allais dire contre toute attente, même si moi en vrai j'en ai jamais vraiment douté que tu allais le tenir, cet objectif. Tu doutais un peu quand même. C'est pas que je doutais, c'est que je trouvais que tu disais non mais ça va être très difficile, la manière dont tu présentais les choses laissait penser que c'était infaisable, et en fait par je ne sais quel truchement t'arrives toujours à le faire. Ma question sera un petit peu la même que pour Frédéric, mais est-ce qu'il y a pas d'ailleurs forcément dans le cadre de 20th Century Toys, mais est-ce qu'il y a un projet rêvé de création lié au jouet que tu souhaiterais oh là là alors que la trash roulette vient de faire son entrée dans ce studio. C'est incroyable, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Regardez-moi ce bel objet en carton. Elle a été faite à l'arrache totale, dans un esprit vraiment trash roulette quoi. Ah ouais vraiment soirée, c'est la trash roulette, elle porte bien son nom. Ah ouais. Et cette trash roulette nous permet donc à chaque fin d'épisode de 20th Century Toys de faire tourner chacune de ces 3 petites roues et de déterminer quel aspect aura la prochaine création de Nico. Création qu'il s'engageait à produire entre chaque émission. Ouais. Engagement qu'il a tenu jusqu'à présent. Et donc ma question, est-ce qu'il y a un peu trash roulette mise à part, parce que la trash roulette, t'es soumis un petit peu à ce qu'elle te propose, mais est-ce que toi il y a un projet rêvé que tu voudrais réaliser Ouais, bah justement c'est le projet sur lequel que j'ai un peu teasé tout à l'heure, sur lequel je commence un peu à mettre des petites billes dessus. Le concept de la trash roulette m'a permis de me rapprocher de plus en plus sur ce que j'ai un petit peu vraiment envie de faire, à savoir m'émanciper d'une forme de peur dans la création ou d'une injonction à faire telle ou telle chose ou à copier telle ou telle chose. Et dans mon parcours entre guillemets artistique, il y a toujours la volonté un peu mine de rien, de se cacher, de toujours la crainte de pas plaire, de pas réussir à séduire, de pas réussir à... Et le jouet me permettait, les licences me permettaient vraiment d'avancer petit à petit dans ma propre création. Donc au début, j'ai commencé par bosser pour des grosses licences, à faire des produits pour eux, ensuite à me mettre à mon compte et à faire la réinterprétation de ces licences-là à ma sauce. Et la trash roulette m'a permis de m'émanciper de ces grosses majors et de créer mes propres licences d'une certaine manière, mes propres créations. Mais je trouve que c'est encore très... ça singe encore énormément le monde de l'industrie, ça singe encore énormément des codes industriels qui me rassurent. Et qui fait croire que ça pourrait exister dans un magasin de jouets. Et ça, je crois que j'ai plus trop envie de le faire. D'accord. Et c'est d'ailleurs... Quand tu parles de ça, tu fais référence par exemple aux fausses articulations ou aux codes, pourrait, des petits codes en tout cas qui font que... Ça pourrait encore me séduire, mais il y a toujours cet esprit de... Ça ressemble à un jouet qui pourrait être intégré dans une collection de jouets. Je voudrais me rapprocher beaucoup plus d'une forme d'art brut. Je suis quelqu'un de très rigide et très contrôlant dans ma création et ça m'a... Alors que dans la vie je suis YOLO. Alors là, si vous saviez. Et du coup, j'ai
été dans une friperie, à une brocante il y a 2 semaines. Ouais. Et j'ai fait la rencontre d'une personne avec qui on a bien rigolé, qui est directrice artistique, et je lui ai acheté un pantalon qui était parfaitement à ma taille, et on a parlé de son travail, et je lui ai dit, bah justement, en ce moment, je cherche à faire une collaboration, potentiellement avec, alors je savais pas si c'était avec un ou une DA ou avec un agent, je savais pas trop. Et là, j'ai envie de monter avec une autre personne qui m'aiderait à construire un univers esthétique qui n'est pas forcément dans ma vibe, justement, plus artistique, plus design, et qui me permettrait, avec une grande liberté, d'assembler des choses et de pas avoir cette pression de se dire « Ah, est-ce que je fais bien ? Est-ce que ça va être beau ? Est-ce que juste quelque chose de brutal ?» Et le truc qui me vient le plus en tête, c'est non pas tant la sculpture qui va être à l'intérieur, mais ce dont je pense le plus, c'est la boîte. J'ai tellement envie de fabriquer cette boîte sans savoir ce qu'il y aura dedans. Ouais. J'ai tellement envie de découper cette mousse qui proviendra d'un matelas jaune, là. Et de faire quelque chose. Et aussi d'assembler les bouts de carton en double cannelure, là. De voir la double cannelure. Ah, ça y est, on est parti loin, là. On est parti très très loin, bien sûr. En vision Continue. de face. Est-ce que cette double cannelure est avec nous Est-ce qu'elle est dans cette pièce? Voilà. Est-ce que cette double cannelure peut nous faire du mal? Je sens la double cannelure. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Moi, je pose des questions et après, plus ça va, plus je m'affaisse. Tu vas partir sous la table. Rebondis sur le d'avoir posé cette question, quoi. Mais non, parce que ça, si je parle de cette double cannelure, c'est que c'est vrai. Moi, je suis même étonné qu'on n'en parle pas plus souvent de cette double cannelure. Bien sûr, c'est la double cannelure. Ben oui. C'est un titre d'émission. Je pense beaucoup à la double cannelure. C'est par rapport à la qualité du carton. Ouais. J'adore le carton. J'ai commencé à travailler sur du carton et j'ai toujours cherché à rendre mon chat aussi. À rendre le carton des trucs. Alors que si tu bosses sur du carton, mets en avant que c'est du carton. Mets en avant que c'est fait un peu à l'arrache avec des trucs que tu trouves dans les poubelles. Mais c'est pour ça que moi, quand j'étais petit, j'ai toujours été fan des créations en papier mâché, quoi. Parce qu'en fait, le papier mâché, quand tu fais des trucs en papier mâché, ça se voit. Ah ouais, mais moi, moi, ça me donnait envie de vomir. Je comprenais pas du tout. L'objectif. Toi, t'étais team pâte à sel. Ah, mais l'objectif de ma vie, c'était de faire en sorte que ça ressemble à de l'industrie. Et là, je me bats pour que ça ressemble à un côté crafté maintenant. Je lutte avec moi-même pour que ce soit le plus brut possible. Parce que qu'est-ce qui va sortir de ma création sans contrôle, et ben c'est là où ça devient hyper intéressant. J'ai une question de Hibus sur le chat. Une question qui va, à mon avis, absolument pas amener à une réponse longue de la part des deux personnes autour de moi, mais je vais quand même la poser parce que elle est dans le chat. On va donc se limiter. C'est la loi. Elle est dans le chat, elle apparaît devant mes yeux, donc je dois la poser. Quel est votre sujet de prédilection, chacun dans votre domaine? Toys ou pop? En tout cas, vous êtes passionnant à écouter, merci. Ça c'est sympa. Quel est votre sujet de prédilection? À l'un et à l'autre, je vais donc passer désormais la parole à Frédéric Sigrist. Est-ce qu'il y a tu es passionné de pop culture sous tous ses aspects, sous toutes ses formes. On a compris qu'en ce moment le Japon et les mangaka étaient une petite en creux, un sujet qui te drivait beaucoup. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait tilter immédiatement? Par exemple, tiens, je vais reformuler la question. Tu passes dans une soirée à côté d'une discussion, de plein de discussions où plein de gens parlent. Il y en a une particulièrement où tu vas te greffer dans cette discussion. Quel est le sujet qui va te provoquer ce type de réaction? Les comics. Ouais. Parce que mais j'essaie de faire des... Tu peux développer. Mais parce qu'en fait, les comics... J'ai hésité à lui demander. J'ai un rapport particulier aux comics parce que déjà j'en ai parlé dans un spectacle. C'est vraiment eux qui m'ont permis de supporter un quotidien très désagréable quand j'étais enfant. Quand t'étais enfant, les comics en France c'était Strange, Spécial Strange, tout ça, Strange, les éditions Semic. Voilà, Lug, Haredi, Artima, tout ça. Et donc j'ai vraiment été marqué par les super-héros
de manière générale. Après, j'ai découvert que le comic book ne s'arrêtait pas aux super-héros, heureusement. T'as découvert le comic book indépendant après, voilà, comme c'est souvent la trajectoire d'ailleurs. Je trouve que c'est encore aujourd'hui le médium qui réagit le plus vite aux changements sociétaux, quels qu'ils soient. De par sa parution. De par sa parution. Oui, c'est-à-dire que le fait que ça sorte tous les mois fait que, je pense notamment là, c'est un cliché, mais dans Absolute Batman, on voit clairement les positionnements des auteurs vis-à-vis de ICE, la police de Trump, où on voit Batman qui prend un flic qui lui pète le bras, il fait non, pas de ça chez moi, pas de ça dans ma ville. Tu sais que je rebondis parce que j'adore que tu parles d'Absolute Batman, puisque alors maintenant je ne suis plus sur X, Twitter et tout, mais l'un des sujets sur lesquels je partais au quart de tour souvent, c'était quand les gens disaient oui, mais de toute façon Batman c'est un super-héros de droite qui est vraiment le produit du capitalisme, et Absolute Batman. Alors à chaque fois je rentrais dans ce débat-là en disant oui, mais non, c'est plus nuancé que ça. J'essayais toujours d'être poli, parce que quand t'es un petit peu geek ou nerd, il faut se forcer à être poli pour pas passer pour un excité de service. Et Absolute Batman, qui est littéralement le comics le plus vendu de ces dernières années et qui est la locomotive de chez DC Comics actuellement, c'est vraiment un Batman anarchiste de gauche. C'est un prolo, il travaille dans le BTP. C'est génial. C'est génial. Et non, vraiment. Et donc, mais le comic book a toujours été politique, dès son commencement, parce qu'en fait, comme ça a toujours été une sorte de bande dessinée sous-genre sur lequel les feux de la critique ou de la censure étaient, enfin, l'œil de Sauron n'a jamais été sur le comic book, donc on les laissait faire. Et donc ils ont réussi à choper des grands mouvements, les mouvements des droits civiques. Il faut se rendre compte que quand la première couverture de Captain America se paraît, les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'Allemagne. C'est-à-dire que la première œuvre de pop culture distribuée à tout le monde qui sensibilise sur la montée du nazisme en Europe, c'est Captain America. Et en fait, parce que les auteurs et descendants juifs d'Européens qui ont fui la montée du fascisme disent waouh, ces choses qui sont en train de se passer, on ferait bien de s'y intéresser. Et en fait, le comic book a toujours été comme ça. Et des fois, il a même viré un peu réac pendant les années Reagan, etc. Oui, puis il y a eu la Comic Code Authority qui est venu mettre un petit peu de... Avec le fameux psy censure dans Frédéric... non, pas un autre Frédéric... Énorme psy, celui-là. Qui a vraiment fait beaucoup de mal à ce milieu-là. Mais vraiment, le comic book reste pour moi le médium le plus réactif et celui que je suivrai envers et contre tout, parce que c'est trop cool, quoi. Mais très bien, c'est une excellente réponse. Merci Frédéric Sigrist. Si je répondais à cette question, parce que je réponds à rien depuis le début. Mais si tu veux, on peut te poser des questions. Que je dis ça, j'y ai pas réfléchi. Non, le sujet qui me fait partir au quart de tour. Moi, il y a, alors. C'est une réponse. Enfin, en même temps, vous nous posez la question à nous, donc on va vous faire une réponse personnelle. Mais la toy photographie, c'est quand même quelque chose qui, au fur et à mesure. Alors, pour résumer, la toy photographie, c'est faire de la photo avec des jouets. Donc prendre des jouets en photo. C'est ce qui m'a permis, il y a une vingtaine d'années, de me reconnecter aux jouets. C'est-à-dire, j'ai grandi avec la passion du jouet, avec ce fétichisme de l'objet. Je suis resté dans cette passion jusque bien avancé dans mon adolescence, quitte à vraiment passer un peu pour un weirdo quand j'étais au collège, qui était encore le seul mec qui achetait des figurines articulées. Alors que t'es maintenant le mec le plus cool qu'on connaît. Non, mais c'est gentil de dire ça, mais à l'époque, c'était pas... voilà. Et puis j'ai lâché ça aux alentours du lycée et jusqu'à la trentaine, et la toy photographie, donc c'est ce qui m'a permis de me dire tiens, acheter des jouets aujourd'hui en tant qu'adulte, ça va évidemment pas forcément être pour jouer avec, mais je vais trouver le moyen de développer de la création artistique à travers des objets qui continuent de me fasciner et qui représentent des univers qui me fascinent. Et aujourd'hui, s'il y a un sujet qui me fait un peu démarrer rapidement, c'est la toy photographie, parce que même si ça s'est pas mal démocratisé ces dernières années sous l'impulsion des réseaux sociaux,
ça reste quand même un sujet où les gens te regardent un peu avec des gros yeux, quoi. Quand t'es quadra ou quinca et tu dis que tu prends des jouets en photo, souvent les gens, quand ils n'en ont pas vu, ils s'imaginent que c'est un truc sexuel déjà, de base. Oui. Et ensuite, quand tu leur dis non, c'est vraiment des figurines articulées que je mets en scène dans des éléments de décor que j'ai fabriqués ou achetés et que je prends en photo, les gens te regardent vraiment avec des gros yeux. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant d'expliquer ce que c'est que la toy photographie et en quoi la culture dont je me nourris depuis que je suis né nourrit à son tour la création de dizaines de milliers d'artistes toy photographeuses et toy photographeurs à travers le monde. Et c'est aussi un des hobbies dont si je m'en éloigne trop longtemps, ça va pas et je vais toujours finir par y revenir. Tu sais, il y a des hobbies que qui sont qui sont aussi des lubies et auxquels tu vas t'adonner pendant un moment et puis tu t'en écartes et finalement ça te manque pas trop. La toy photographie, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui m'a aidé à trouver un certain équilibre dans le fait d'être adulte et qui me passionne véritablement. C'est ce qui fait que 20th Century Toys est une émission qui est vraiment chère à mon cœur. Ouais. Voilà, je me tourne vers toi, Nico. Moi, je crois que le jouet, dans ce qu'il... À un moment, j'ai cru que c'était le jouet vraiment qui pouvait me stimuler de ouf. Mais je pense que là, en vieillissant, j'assume peut-être un peu moins, quasiment à 40 balais, d'être encore là-dedans. C'est-à-dire que j'ai Il a dit quasiment à 40 balais. J'ai envie de me barrer. En fait, il y a toujours un truc en moi où j'ai toujours voulu fuir le monde des adultes. Et le syndrome de Peter Pan, en quelque sorte. Et là, là, justement, en étant pleinement adulte, je sens que d'une certaine façon, ça m'a un peu isolé aussi d'un monde d'adultes auquel j'aurais voulu aussi un peu appartenir. Et qu'est-ce qui finalement me rassemble, qu'est-ce que je trouve dans le jouet qui me stimule le plus, finalement, c'est une sculpture qui porte un récit, qui est extrêmement riche. Et on voit l'objet, on voit cette sculpture et on imagine tout un univers derrière. Et dans la sculpture, dans le travail artistique, parce que je n'ai fait que très très peu de choses personnelles. Tout ce que j'ai pu faire, c'est des réinterprétations. Je n'ai fait que très peu de personnages personnels. Dans les sculptures que j'ai envie de proposer aujourd'hui, c'est comment illustrer un récit qui pourrait évoquer des choses, un univers pour chacun, mais surtout créer aussi une forme peut-être aussi de poésie, d'apaisement, de beauté peut-être. Mais je vais faire un rapprochement avec le jeu vidéo et avec un sujet que j'abordais tout à l'heure, à savoir Hidetaka Miyazaki et les œuvres du studio From Software, donc Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne et tout ça, dont Elden Ring, Elden Ring évidemment, dont la narration est souvent transmise par les descriptions d'objets, par les décors que vous allez prendre peut-être le temps d'observer autour de vous et qui vont vous aider à comprendre l'univers qui vous entoure et à finalement développer vous-même votre propre histoire et votre propre récit à travers ce que vous voyez. Et moi, j'ai un petit peu pensé à ça à travers l'une des œuvres que tu nous as ramené à travers la trash roulette, qui était cette femme qui pouvait changer d'âge. Amnon, ouais. Amnon, et où en fait à travers le design du jouet, ce qu'il y avait sur la boîte, les illustrations, il y avait une narration en fait, une narration implicite et très ouverte, c'est-à-dire qui permettait à la personne qui avait l'objet entre les mains de plaquer ses propres schémas narratifs. Mais il y a et j'ai l'impression que c'est pour ça que j'en parle, parce que From Software s'inscrit dans cette démarche-là, je trouve, de néo-narration qui repose tout autant sur ce que propose le créateur ou la créatrice et ce que projette la personne qui s'approprie, enfin qui achète l'œuvre, sur cette propre proposition de narration. Et j'ai l'impression que dans ce que tu décris, il y a ça aussi, c'est-à-dire de créer quelque chose qui ne soit pas de la réinterprétation de franchises existantes, et à travers cette création, laisser les gens s'emparer finalement des petits éléments que tu donnes pour créer eux-mêmes leur univers autour. C'est ça. Et dans
dans les sculptures que je peux voir dans les musées qui peuvent m'inspirer sur d'autres cultures, par exemple à d'autres époques, finalement c'est souvent la représentation de divinités, de dieux, de monstres, d'angoisse, de crainte. Ouais, ce sont des concepts aussi parfois qui sont un peu personnifiés, mais... Et moi j'aime bien cette image-là, c'est-à-dire que si j'aimerais bien réussir à créer un travail où si on bascule 1000 ans dans le futur, cet objet sera en céramique avec des émaux dessus et il y aura rien qui pourra dire que ça pourra être très 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 vieux ou relativement récent, et peut-être que des gens vont pouvoir les manipuler et se dire ça devait être la représentation d'un dieu antique, tu vois. D'où est-ce que du coup ça te questionne quand tu dis par exemple que tu étais allé au Quai Branly là récemment pour trouver de l'inspiration, est-ce que ça te questionne sur des éléments que tu peux découvrir dans un musée et les observer avec cet œil de créateur de jouets? Comment est-ce que ça conditionne en fait ta vision des œuvres qui nous viennent du passé, d'un passé parfois très très lointain? Ouais, parce que en fait il y a pas mal de sculptures notamment qui ont été découvertes notamment en Grèce ou en Égypte, où en fait on s'est dit c'est des objets de culte, c'est des petites sculptures, des objets de culte. Non, en fait c'était des jouets, c'était juste des jouets et ça servait aux gosses. Et le fait est que le petit oursin là, il avait plus son support en bois avec ses petites roulettes, donc on pensait que c'était la divinité d'un animal, quoi. Et du coup ces éléments là, une fois qu'ils sont sortis de leur contexte, ils perdent un peu tout le monde. Ouais. Mais il y a toujours ce récit qui est véhiculé dans un design très fort, dans quelque chose de très que je trouve très beau. Et j'ai envie de retrouver cette essence-là de poésie dans le design qui pourrait porter une vraie démarche créative personnelle. J'ai vraiment envie de mettre en place ce truc-là et de me dévoiler peut-être au monde aussi sur quelque chose de personnel, tout en me dévoilant à moi-même, en arrêtant d'être psychorigide et d'être contrôle freak, à vouloir absolument tout vouloir gérer. Et ma manière de designer la trash roulette, pour le coup, j'étais déçu d'une certaine partie, parce que je pensais que j'allais pouvoir créer librement quelque chose avec lâcher prise, et non, en fait j'en revenais à faire des designs, à chercher le meilleur concept, à trouver des je peux même témoigner que parfois tu disais j'aimerais bien que ça tombe sur ça quand même. Parce que j'avais envie de conditionner aussi le truc. Et d'ailleurs sur le prochain là que j'ai tiré, pour être honnête, je sais même pas si je vais le faire. Ou alors si je vais le faire, je sais pas trop dans quelle mesure, mais j'ai plutôt envie de aussi faire des bêtises et potentiellement... Je vais te dire, si on passe le palier, tu vas le faire. Hein. Commence pas. Hein. Là, ce qui m'offre la transition parfaite pour faire un petit récap. Déjà, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pendant le live. Merci, parce que ça dit bonsoir dans le chat, donc il est d'usage de répondre. Soyez les bienvenus. Certains constatent, les personnes qui étaient là depuis le début, que nous sommes de plus en plus luisants et c'est tout à fait normal car il fait chaud dehors et qu'il fait encore plus chaud ici, mais ça ne nous empêche pas d'être ravis d'être avec vous. On est là pour soutenir le financement participatif de la nouvelle saison du Studio 17, cette plateforme à laquelle vous êtes peut-être certains d'entre vous abonnés, mais qu'on vous encourage à aider. Parlez-en autour de vous, participez également. Le premier palier a été atteint, ce qui va permettre une seconde saison de l'actuel play de Ascendance, l'émission La Bonne Auberge avec Pénélope Badieux, Adrien Méniel, PV Nova, Lou Howard, Lisa Villaret, Max Mammouth et Lucien Men en Dungeon Master. Je crois que j'ai oublié personne, mais même s'il y a des invités effectivement qui viennent, mais il me semble que j'ai la core team principale. Donc ça, c'est parti, c'est acté, on y retourne. Et puis là, on essaye d'accéder au palier qui va nous permettre de déclencher une deuxième saison de spin-off avec Frédéric Sigrist ici présent et de 20th Century Toys avec Nicolas Brosseau, Ben Renaud, Grégoire Hello et moi-même, Grégoire Hello et Ben Renaud, qui vous font de gros bisous. Certains peut-être même sont en train de nous regarder.
Ben Renaud a dit qu'il allait nous regarder. Ah, il est là. Attends, au moment où je dis, où j'allais dire, il avait dit qu'il nous regarderait et puis finalement je l'ai pas trouvé sur le live. Il vient tout juste à 21h06 d'écrire Yo-Yo la famille. Ouais, c'est comme ça qu'on soigne son entrée quand même. Ouais, c'était une belle entrée. C'était une belle entrée, Ben Renaud. Nous t'embrassons et on a hâte de reprendre les affaires avec toi. Donc voilà, n'hésitez pas à participer et à en parler autour de vous aux gens qui peut-être ne nous connaissent pas, mais qui dans votre entourage seraient susceptibles d'être intéressés par ces sujets. Et puis je pense aussi que, enfin je sais pas pour vous, mais il y a une émulation qui nous fait un petit peu rêver. La manière dont toi tu parlais de l'envie que tu avais de prolonger Blockbuster avec des gens avec qui tu fonctionnerais en bonne intelligence, et ce qui a amené l'arrivée de spin-off sur le Studio 17. Je pense que cette deuxième campagne de financement, elle a aussi pour but, en tout cas moi c'est comme ça que je la vois, à motiver la création et l'élaboration, l'imagination d'autres types de concepts, d'autres types de sujets à aborder. Il y a plein de trucs qui nous passionnent. Je pense que la musique fait partie de ce genre de choses. Il y a voilà, c'est quand même un champ des possibles très très large qu'offre la liberté du Studio 17, et c'est grâce à vos participations, grâce à vos encouragements et grâce aux porte-voix que vous pouvez devenir, qu'on va pouvoir imaginer, ou que les personnes qui travaillent ici tous les jours vont pouvoir imaginer d'autres sujets, d'autres concepts à vous proposer. Fred, t'as une culture quand même très pointu, très riche, très vaste sur tous les sujets qui tiennent à la pop culture. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce que quand je pense à toi, je pense à des profils comme celui de Alt 236, ou tu sais, des gens qui sont vraiment des experts dans leur domaine. Et moi j'ai toujours eu, depuis que je bosse en tant que journaliste entre gros guillemets, mais on va dire spécialiste pop culture pour les médias dans lesquels je suis embauché, j'ai souvent ce syndrome de l'imposteur où je me dis, mais en fait c'est tellement vaste tous ces sujets-là que je suis souvent mis face à mes lacunes, à mes carences. Est-ce que toi aujourd'hui il y a dans cet immense champ qu'est la pop culture en général, des sujets, des périodes, des artistes que tu as envie qui selon toi que tu ne connais pas assez et que tu as envie de découvrir? Il y en a des tas. Tu pourrais remplir des immeubles entiers avec tout ce que j'ignore et tout ce que. Et d'ailleurs, je réfute même le terme d'expert. Je suis juste un amateur avec du bagou. Je confirme. Voilà. Et si tu veux, pour moi, en fait, tout ce dont je parle, c'est des choses que j'aime, où j'ai rencontré des gens qui m'ont fait aimer ce que eux ils aiment. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être ma tasse de thé, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus stimulant que de rencontrer ou d'entendre des gens passionnés. Moi, j'ai grandi dans un quartier où j'étais absolument pas prédestiné à aimer certaines cultures, à lire certains livres, à aimer certains textes, mais simplement, j'ai pas eu la malchance de rencontrer des gens qui auraient érigé des barrières mentales en moi. T'as pas été victime de gatekeeping. T'as eu la chance d'éviter ce genre de truc. Comme je suis fils unique et que c'est-à-dire que je trouve une bonne histoire qui me plaît, je la lis. Que ça soit un roman, je vois un film qui, peu importe d'où il vient, peu importe le réalisateur, si c'est une bonne histoire, je suis. Et donc, et ensuite, quand j'ai découvert le théâtre et que j'ai décidé d'en faire mon métier, j'ai rencontré encore un autre milieu, le théâtre subventionné, puis après j'ai découvert le théâtre privé, et puis après j'ai découvert l'animation au Club Méditerranée, etc. Enfin des trucs complètement qui n'ont rien à voir. Ouais. Le monde de la nuit, quand je suis arrivé à Paris, et je n'ai jamais fait une hiérarchie des cultures ou des. Pour moi, dès qu'on crée quelque chose, et je trouve que on n'est jamais aussi humain que quand on crée quelque chose de manière
d'ex nihilo. Ouais. Voilà, pour moi c'est vraiment la singularité. Nous les humains on sait s'émerveiller d'un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire on va raconter une histoire comme ça à ses enfants avant de se coucher, on va leur faire peur, on va les faire rire, mais ça n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu montres à n'importe qui sur la planète le logo de Superman, les gens disent ah bah c'est Superman. C'est alors qu'ils ont peut-être jamais lu, mais simplement ils savent. Oui, la petite mèche, il vole, le slip rouge, voilà. J'ai une vision de Superman. C'est énorme. Bien sûr, il n'existe pas. Il n'existe pas. Mais les gens vont peut-être avoir plus de facilité à le reconnaître en voyant son logo que peut-être en voyant même des photos des deux membres de leur famille. Ouais. Et donc, en fait, tout ce que j'ai dit, j'ai pu lire et découvrir. Et je me suis toujours permis d'avoir un avis, on en revient là-dessus, d'avoir un avis critique. C'est-à-dire, voilà, je me suis dit, ah bah tiens, par exemple, dans cette histoire, j'ai l'impression que ça parle de ça. J'ai l'impression que là, ça parle plutôt de la solitude. Là, par exemple, j'ai l'impression que c'est un jeu qui parle de la dépression. Ouais. Et c'est uniquement parce que, quand on m'a demandé ce que je pensais de tel ou tel jeu, et que j'en parlais, voilà, je dis, moi j'ai ressenti ça. Que tout d'un coup, parce que les gens s'attendaient juste à ce que je dise, bah, c'est un jeu vidéo, c'est une BD, bah, oh bah elle est bien, elle est cool. Ouais. Et que tout d'un coup tu développes, tu dis bah non là par exemple je sens vraiment l'évocation du spectre nucléaire vis-à-vis de la société américaine de l'époque. Voilà le fait que voilà Bruce Banner quand il se transforme en Hulk, cette colère qui le dépasse, mais que l'armée va poursuivre. Et ben c'est marrant en fait qu'en temps de paix on condamne Hulk, mais si jamais ils ont un ennemi, là faut aller le chercher parce qu'on en a besoin. Ça veut quand même bien dire qu'on a une certaine c'est pas la colère qui est gênante, c'est le moment où on l'exprime et surtout à qui elle sert. Et voilà. Et puis et tout d'un coup, il y a aussi la dimension de qui était Bruce Banner enfant. Donc en fait, on est vraiment dans le champ de la psychanalyse, des choses qui sont dans la bande dessinée. Et quand on parle à quelqu'un qui n'a jamais lu, pour qui Hulk c'est juste un mec qui se transforme, qui devient tout vert et qui est costaud et qui casse tout, il dit ah ouais d'accord, il y a ça. Il y a ça. Et là, tout d'un coup, on te taxe d'expert. Mais jamais, au grand jamais, moi, je suis arrivé comme ça avec, tu vois, tel un éditorialiste de CNews en disant je sais, je vais vous expliquer. Non, c'est juste, en tant qu'amateur, qu'au bout d'un moment, tu exerces ton regard critique et puis, bah voilà. Est-ce que c'était ma question, Nico ? Pas du tout. Si, c'était pas ma question. Si. Non, ma question c'était est-ce qu'il y a un domaine qui aujourd'hui pour toi est encore quelque chose qui reste pas une bonne question. Ça aurait dû être découvrir. Non, mais est-ce qu'il y a un truc que tu vois de loin et tu dis putain ça j'ai envie de creuser. Il va falloir que j'y aille, que je m'y mette. Une œuvre, je sais pas. Oui, il y a de ça, notamment en musique et le rap moderne. Moi, je suis un vieux daron. Donc moi, je suis encore IAM, Fab, tu vois, NTM et tout ça. Et quand je vois aujourd'hui des jeunes rappeuses ou des jeunes rappeurs qui apparaissent comme ça et qui cartonnent ou qui ont des textes forts et tout ça, je me dis ça, je connais pas bien et j'aimerais bien découvrir. Et voilà, parfait. Non mais je parlais du champ des possibles et de la musique tout à l'heure. Ça en fait clairement partie. Si je ne fais pas une réponse très longue à une question très simple, je meurs. Ouais, j'ai l'impression. Il se passe un truc. Je meurs. Où le studio peut exploser. Et quand est-ce que tu vas sortir ta figurine de Batman ? Alors, j'allais en parler justement, parce qu'en fait, il y avait un concept. Quand on s'est dit qu'on allait faire ce live, on s'était dit tiens, ce serait pas mal d'avoir un concept. Le concept, vous vous en êtes rendu compte depuis le début, c'est juste parler. Donc vous écoutez un podcast. Mais on s'était dit que ce serait rigolo si chacun d'entre nous, étant donné que le dénominateur commun c'est cette passion pour la pop culture, de ramener un objet de notre collection personnelle, même si j'aime pas utiliser le mot collection, mais un objet qu'on possède, qui d'une part nous tient à cœur et qui, selon nous, représente d'une certaine manière notre connexion à ces univers-là. Ensuite, on avait émis l'idée qu'il y aurait peut-être même un concours et que ce serait à vous sur le chat de voter pour qui était le plus geek ou le plus nerd d'entre nous. On peut faire ça, ou on peut aussi ne pas le faire, on s'en fout, mais on peut vous présenter nos objets et vous en parler, puisque après on va se faire engueuler par Lucien. Ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est parler des trucs qui nous plaisent. Donc autant
parler de choses que nous avons entre les mains. Et puisque je suis celui qui pose des questions et qui parle le moins depuis tout à l'heure, je vais commencer avec mon objet. Mais oui, et tu fais bien, parce que je crois que je ne l'ai jamais eu entre les mains, cet objet. Et j'ai ramené Michael Keaton. J'ai ramené Michael Keaton. J'ai ramené un truc ni spécialement rare, ni l'objet le plus onéreux de ma collection, ni le plus récent. En fait, j'ai juste ramené cette figurine de la marque Hot Toys du Batman de 1989 réalisé par Tim Burton avec Michael Keaton sous le masque, parce que elle représente quelque chose de très 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 significatif pour moi dans ma vie, puisque même si j'étais allé au cinéma auparavant et que j'avais déjà eu des moments de sidération dans une salle de cinéma, que ce soit devant Fievel et le Nouveau Monde, devant E.T., devant Roger Rabbit. Je pense que ma séance de cinéma du Batman de Tim Burton avec un copain de mon père qui était presque un tonton qui m'avait emmené voir ça, je pense que ça a été le moment vraiment déclencheur de tout ce qui se passe, tout ce qui a découlé ensuite dans ma vie. Ça vient. On était en 89. 1989. T'avais quel âge ? J'avais 7 ans. Ok. J'avais 7 ans. Et mine de rien, le Grosse premier Batman, Batmania, on était en pleine Batmania, et le premier Batman de Burton en salle quand t'as 7 ans, je pense qu'aujourd'hui ce serait plus tellement un film qu'on emmènerait des gosses de 7 ans voir. Il était hyper impressionnant. Un peu violent, Il était un peu violent, mais il était pas du tout interdit aux moins de 12 ans ou quoi que ce soit. On était vachement plus permissif à l'époque, j'ai l'impression. Toi, ça t'avait choqué ? Tu te souviens que t'avais ça m'avait pas choqué. Non, parce que en fait, moi j'ai vu Les Dents de la Mer beaucoup trop tôt. La vraie base, le vrai point de départ de tout, c'est Les Dents de la Mer pour moi, que j'ai vu dans la chambre du fils de copain de mes parents. On était à un dîner chez les copains de mes parents, et leur fils qui avait une chambre recouverte de posters de Bruce Lee, qui avait une gigantesque figurine de Hulk, qui était préadolescent, et moi j'étais tout gamin, j'avais 6 ans je crois, et on allait regarder des films dans sa chambre à chaque fois que mes parents allaient dîner chez leurs potes, et un soir il m'a mis Les Dents de la Mer. Donc le premier trauma, ça a été Les Dents de la Mer, mais la première véritable évidence au cinéma, je me souviens pas tellement d'avoir été choqué ou traumatisé par Batman, je me souviens d'avoir vu un truc et de m'être dit oh putain, c'est ça que j'aime en fait. C'est dans cet univers-là que j'ai envie de vivre. C'est ce personnage-là qui va me fasciner toute ma vie au-dessus de tous les autres, parce qu'il coche toutes les cases dont j'ignore même l'existence à l'intérieur de mon cerveau, mais il les coche quoi. Et donc cette figurine là qui est pas spécialement récente, mais qui je trouve est la plus fidèle au personnage d'origine, c'est celle qui compte le plus pour moi, parce que c'est un lien direct avec cette sidération initiale, et je l'aime profondément quoi. Le Batman de Burton qui sur le papier a tout pour être à l'heure des réseaux sociaux et des influenceuses et influenceurs ciné et des réactions à chaud, aujourd'hui, on annoncerait un casting tel que Michael Keaton dans le rôle de Batman. Mais à l'époque, ça à l'époque, il y avait eu des lettres. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça n'était pas médiatisé autant. Non. Il y avait eu quelques articles de presse. Mais aujourd'hui, j'essaie de trouver un équivalent de Michael Keaton, mais on mettrait, je sais pas, Steve Carell. Un réalisateur t'annonce le prochain Bruce Wayne Batman, c'est Steve Carell. Je pense que Steve Carell a beau avoir un capital sympathie énorme. C'est un bon exemple. Les gatekeepers deviendraient zinzin. Ce Batman de Burton et le Bruce Wayne incarné par Michael Keaton, sur le papier, il n'y a rien qui marche. Et il y a un miracle qui se produit, à savoir la vision d'un réalisateur est miraculeusement limpide de A à Z, et il arrive à te faire acheter tout ce qu'il est en train de te montrer, aussi improbable que ça puisse être. Et Batman, ça a eu un effet dynamisant sur moi quand j'étais gamin. T'as envie de le toucher, bien entendu, mais évidemment. Et donc c'est pour ça que j'ai ramené ce jouet-là, parce que c'est si on me demande mon film préféré, ce sera probablement Les Dents de la Mer, mais le choc de ma vie, c'est le premier Batman de Burton. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le ramener celui-ci. Très bon choix. Très bon choix. Voilà.
Elle est très qualitative. Bah, elle est cool parce qu'en plus, ouais, mais c'est une Hot Toys qu'ils ont sorti il y a une quinzaine d'années, et ils ont réédité ce Batman 1989 il y a quelques mois, et la réédition est moins bien. Ah bon? Ouais, c'est un peu une downgrade. La sculpture de sa mâchoire ressemble un peu moins à celle de Michael Keaton. Ouais. Le costume, ils lui ont mis des granules comme il se doit, mais ils les ont très exagérés. Okay. Donc on dirait qu'il a une peau de crapaud un peu. Ouais. C'est ce qui fait que j'ai pas acheté la nouvelle version et je m'accroche à celle-ci, qui pourtant commence à accuser un peu des petits signes d'usure du temps. Mais voilà, je l'aime profondément. Magnifique. Hein. Fred, qu'est-ce que t'as rapporté? Alors moi j'ai rapporté plein de trucs, mais... Il va pas falloir que tu dises Grèce. Hein. Je vais pas tout sortir. Grèce. Et voilà, je vais sortir ça parce que c'est... je pense que c'est... voilà. Ah, donc c'est ce que tu m'évoquais tout à l'heure. Ah, c'est le Sega, c'est la 32X. Oui, c'est le 32X. Voilà. Vas-y, je te laisse expliquer. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai dû... Je vais le montrer à la caméra pendant que tu en parles. J'ai du nez pour toujours miser sur les consoles qui marchent pas. Sur le bon cheval. Ouais, et moi j'ai toujours souvent Sega c'était un bon choix pour ça. Oui, et vraiment moi j'étais fan de la Mega Drive. Enfin, j'avais commencé avec le Master System, Mega Drive, et donc ensuite pour gagner en mémoire, il y a le Mega CD que j'ai. Ouais. Et puis ensuite de sortir la 32X pour encore plus booster les performances de la Mega Drive, ce qui faisait qu'au bout d'un moment, ta Mega Drive qui faisait cette taille-ci, avec le Mega CD, elle faisait cette taille-là, et avec la 32X au-dessus, ça faisait une sorte de petit monolithe. Et j'étais comme un ouf parce que autour de moi, personne n'avait la 32X. Il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi personne n'en avait. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de jeu dessus. Bah, il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait pas de jeu. Mais la petite encoche te permettait de mettre tes jeux Mega Drive de base. Et ça les boostait. Voilà. Et ça les boostait comment? Dans quelle mesure tu t'en rendais compte que c'était mieux? Et ben en fait, par exemple, il y avait moins de ralentissement, il y avait voilà, comme moi j'étais optimisé quoi. J'étais un grand fan des Sonic. Ouais. Et c'est des jeux qui au bout d'un moment poussaient la console dans ses derniers retranchements. Et quand est sorti Sonic 3 avec en plus c'était en plusieurs cartouches parce qu'il l'avait sorti en plusieurs morceaux avec Sonic et Knuckles, tu mettais donc t'avais Sonic 3 et ensuite quand ils ont rajouté un DLC mais un DLC physique, tu mettais Sonic et Knuckles dans ta 32X qui était donc sur ta Mega Drive à côté de ton Mega CD, et tu mettais au-dessus, t'avais l'impression mais de faire une sorte de culbuto comme ça pour jouer à ton truc, et tu c'est pas de la console de luxe, ça. Ça marchait vraiment bien. Mais il y avait des fils, il fallait des fils partout, il fallait brancher la Mega Drive, le Mega CD aussi. Et en termes d'ergonomie, c'était n'importe quoi. Bah oui. Il te fallait des multiprises de folie avec des gros transfos comme ça. Mais j'étais Team Sega, et en plus comme les garçons les plus populaires, ils étaient plus Nintendo, NES et tout. Je dis attends, moi Sega Forever. Après la Saturn, le point guerre des consoles est atteint. C'est voilà, voilà, donc c'est vraiment. Fais voir cet objet. Moi j'ai toujours été la Suisse dans la guerre des consoles. Je trouvais que c'était génial d'avoir une Mega Drive, c'était génial d'avoir une Super Nintendo, et que il y avait. Par exemple, moi j'ai mis très très longtemps à avoir une Super Nintendo. Je crois que j'ai eu la Super Nintendo un mois avant la sortie de la PlayStation, mais j'étais trop heureux de l'avoir. Mais j'étais trop content de jouer chez moi à la Super NES et d'aller chez mon pote qui avait sa Mega Drive pour pouvoir jouer à, par exemple, l'exemple qui me revient le plus souvent, c'est Aladdin. Ouais. Aladdin, il y avait sur Super Nintendo la version de Capcom, qui était très qui vieillit un peu comme le bon vin à mes yeux, mais qu'à l'époque je détestais parce que sur Mega Drive, t'avais la version Virgin qui avait été développée par Jim Schaffer, qui a ensuite été le créateur de Earthworm Jim, et le Aladdin de la Mega Drive, il était incroyable, les animations étaient folles et il y avait énormément d'humour, alors que l'humour était complètement absent de la version Capcom. Et pour moi, le meilleur des deux mondes, c'était un juste milieu entre ce que proposait Sega et ce que proposait Nintendo, mais il fallait choisir son camp. Et il y avait une injonction à être soit Nintendo, soit Sega. Et moi, je ne voulais pas. Laisse-moi tranquille, j'aime les deux. Mais bon. C'est la tienne de quand t'étais enfant ou c'est Oui. Quand tu l'as racheté? Non, ça c'est la tienne. Non, c'est la mienne. C'est toujours j'ai tout gardé. Putain, c'est fou, hein. C'est génial. Une énorme bestiole. Oui. Et ensuite, la suite, ça a été d'abord la Saturn et ensuite la Dreamcast. La Dreamcast, que j'ai encore d'ailleurs. La Dreamcast formidable avec mais la Sega Saturn. en avance sur son temps. La Sega Saturn, il y avait Panzer Dragoon. Il y a Epic Guardian Heroes.
Ah oui, Guardianeros, le beat. D'ailleurs, Absolom, quand on a reçu de Temu, on reconnu l'affiliation avec ça, avec Guardianeros. Guardianeros, avec des embranchements multiples, le beat'em up d'Heroic Fantasy, matinée animé japonais. C'était parce que moi en plus je voulais devenir dessinateur, donc le design, tout était, ça cochait toutes les cases. Non, vraiment, Sega, moi, ce qui m'a fait me jeter à corps perdu dans le monde de Sega, c'est que Sega, ils avaient Sonic, que je trouvais super stylé, et Nintendo, ils avaient Mario, quoi. Et moi, en fait, voilà, je voulais pas jouer Mario. Ouais. Je voulais pas être Mario. Non, regarde-le, il a une moustache et tout, c'est un petit plombier rodouillard. Et il m'a fallu beaucoup de temps. Mais vraiment beaucoup de avant temps. De se dire c'est vrai que le gameplay c'est top, c'est bien fichu. Mais voilà, mais n'empêche que voilà, Sonic ça reste le hérisson qui a le swag, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'as ramené, Nico ? Moi j'ai ramené un jouet, étonnamment. Oh là là, oui. Je l'ai pris en loose et je l'ai pris en boîte de ma collection. Oula, alors attends. Quoi ? Messaïra sur le chat nous dit fun fact, Mario est plus rapide que Sonic. Non, c'est parce que. Ça y est, je savais qu'il allait savoir. Non, tu sais pourquoi elle va me parler de la couverture de Sonic et les Jeux Olympiques, parce que Nintendo, ils ont fait un caca nerveux. Parce que Sonic, il avait son pied devant Mario. Oh là là. Mais jamais, dans aucun univers, Sonic est battu par Mario. Faut arrêter, non. Il y a un moment donné, il faut pas dire n'importe quoi sur les réseaux. Hein. Alors, Nico, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Qu'as-tu ramené comme jouet ? J'ai ramené Shriek de Skeleton Warriors. Ah là là. Vraiment, en fait, en boîte d'époque en plus. Ouais, alors j'ai pris du coup en loose aussi. Donc en loose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sans la boîte. De la boîte. Et là, elle est mint, alors, évidemment. Je parle un petit peu juste pour que la caméra se mette sur mon angle, parce que j'ai la flemme de diriger la caméra. Mais bon, les Skeleton Warriors, en gros, c'est l'une des dernières franchises de jouets fin années 80, début années 90, à la fin du règne des jouets à franchise maître de l'univers, Tortue Ninja, tout ça. Voilà, on est en 94. Ouais. C'est un producteur qui a lancé cette franchise-là en ayant regardé Jason et les Argonautes. Ouais. Il a trouvé que la vibe des de Ray Harryhausen était super avec les squelettes. Il s'est dit tiens, je vais Gary Goddard, le producteur, je vais imaginer un concept de série qui n'a fait qu'une saison, 13 épisodes. Ça a été distribué en Italie, en Angleterre et aux États-Unis. Et chez nous, on n'a eu que les jouets. Ouais. On n'a pas eu le dessin animé, ça n'a jamais été traduit. C'est Playmate qui, selon la légende, au bout de 10 minutes de présentation, ont signé direct pour une gamme de jouets et pour la sortie des épisodes, pour vendre le truc. Playmate, qui à l'époque produisait les jouets Tortue Ninja. Et c'était diffusé sur CBS, du coup, qui diffusait également les Tortues Ninja. Et pour moi, je crois que l'être humain n'a rarement produit quelque chose d'aussi beau. C'était trop cool les Skeleton Warriors. C'était quand j'étais enfant, mes parents refusaient de m'offrir des Skeleton Warriors parce qu'ils trouvaient ça trop violent. C'était vraiment frontal et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Attends, mais t'as regardé déjà le dessin animé ? Mais j'ai jamais vu le dessin animé. C'était assez hardcore. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, si tu te dis, il y a eu une erreur, en fait, il y a eu un problème, il y a quelqu'un qui n'a pas écouté pendant la réu et qui a dit oui, et qui ensuite a eu le dessin animé entre les mains et s'est dit, en fait, on peut pas du tout. Mais rien que les figurines, je me souviens que mes parents, quand je leur montrais ça, vraiment, ils étaient inquiets, ils trouvaient que c'était malsain. Il faut dire qu'un squelette avec un soutien-gorge, c'est un concept. Un squelette avec un soutien-gorge, avec une couronne et une faux gigantesque. Si on peut détailler Shriek, c'est la symbiose, pour moi, quand j'étais enfant, du jouet parfait qui transcendait aussi les notions de genre. C'est-à-dire que on avait un jouet donc, de squelette avec des cheveux, on avait de la peinture métallisée, mais aussi du chrome, ce qui est très rare, et un joyau transparent. J'ai l'édition avec le joyau violet et il y a une édition avec le joyau bleu qui est un blister là. Du coup, cette synthèse, et en plus, et là, il a gagné ce con, c'est bon. Vraiment il a gagné, c'est bon, ça y est. C'était mon discours, c'était vraiment mon regard d'enfant qui était déjà, je pense, un peu orienté professionnel boulot. Je voyais qu'il y avait un Lavi
de peinture dans les creux. Donc c'est une peinture au torchon, on appelle ça comme ça dans l'industrie. On met de la peinture et avec un torchon, on enlève le surplus et ça ne reste que dans les creux. Ouais. McFarlane a fait toute sa réputation avec cette technique de peinture-là et avec des très bons sculpteurs, ce qu'il a perdu par la suite, autant en termes de réputation que de sculpteur. Et tac. On remet l'église au centre du village. Remettons bien. Alors, pas trop d'infos quand On même. embrasse Todd McFarlane, bien sûr, le créateur de Spawn, super-héros noir américain, qui, à l'époque, quand on l'a découvert, on s'est dit, tiens, il y a un truc qui se passe. Le numéro 1 en français. Le numéro 1 de Spawn. Oh là là. Et dans le C'est numéro 1 de Spawn, tu sais émotion, pas, quand ça. tu regardes le numéro 1 de Spawn, tu sais pas encore que sous le masque, c'est un afro-américain, en fait. 22 francs. Ça coûtait 22 francs. Ah là 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 là, incroyable ce premier numéro de Spawn. Couverture. La couverture du premier Spawn. Et justement, Todd McFarlane, donc, dans l'industrie du jouet, il a Génial. tout bousculé. Et je pense que Playmates a été une source d'inspiration aussi pour lui à l'époque. Ah bah c'est sûr, oui. Et Gary Goddard, du coup, quand il a pitché son concept, il a dû trouver des sculpteurs 3D. Donc là, il s'est adressé à Scott Hensey, qui est un sculpteur américain, qui travaille encore dans le milieu de la figurine et qui a sculpté cette pièce extraordinaire, qui a sculpté, je crois, il me semble, toute la gamme. Et c'est vraiment d'une beauté folle. Question du chat, quelle est la différence entre chrome et peinture métallisée? Et bah sur la Je connais la réponse car je participe à l'émission 20th Century Toys. C'est grâce à Nico. La peinture métallisée, c'est une peinture qui est appliquée au pinceau avec des petites particules de brillant. Comme ce qu'il y a sur son soutien-gorge, voilà, là, par exemple. Son soutien-gorge est effectivement brillant. Il y a des petites particules de paillettes à l'intérieur. Et le chrome, c'est un procédé chimique qui vient rendre une matière brillante, mais en effet miroir. C'est un effet qu'on ne peut pas obtenir en peinture, ou alors par des procédés un peu détourné, exactement. Alors que là, on a vraiment placé ce morceau de plastique dans un bain et on l'a anodisé de façon à ce que, donc c'est un procédé chimique qui a permis sa brillance, comme sur par exemple les Saint Seiya. Les figurines des Chevaliers du Zodiac. Voilà, où il y avait de la peinture métallisée, mais il y avait principalement du chrome qui permettait une grande brillance. Donc ce jouet est vraiment d'une beauté folle, quoi. Tiens, je vais faire un lien entre... Il y a un truc dont on n'a pas parlé pour toi, Fred. C'est ton rapport au jouet quand t'étais petit. C'est vrai ça. Est-ce que le jouet c'était... Est-ce que t'avais des jouets? Est-ce que tu prêtais tes jouets? Alors, est-ce que t'étais enfant unique? Est-ce que tu les as gardés aussi? T'étais fils unique. Est-ce que tu prêtais tes jouets pour avoir des copains avec qui jouer? Ou est-ce qu'au contraire t'étais... J'ai eu un traumatisme terrible qui est que j'ai commencé comme beaucoup avec les maîtres de l'univers. Ouais, bien sûr. Et j'avais une très belle collection. Il ne m'en reste que un, Ramman. Et en fait, j'avais le château avec les jambes montées sur ressort. J'avais le château de Skeletor, Adam, Gringer, le maître d'armes, etc. Sauf que j'étais chez moi, dans mon HLM, et ma mère était malade. Ma mère était. Je t'ai entendu raconter ça. Elle a eu une sorte de crise de foie, etc. Et donc elle a été clouée au lit. Et j'ai le voisin de l'entrée d'à côté qui venait chez moi régulièrement, qui a dit mais en fait ta mère elle va mourir. Et elle dit, et je dis mais non, je veux pas qu'elle meure quand même, parce que vraiment il y avait elle qui s'occupait de moi, quoi. Et elle me dit en fait le seul moyen pour que ta mère elle meure pas, c'est que tu me files tous tes musclores. Et donc moi je dis bah quand même ma mère, hein, c'est ma mère, quoi. Donc je lui file mes musclores. Et voilà, et donc moi toute la journée elle était là en train de rendre la classe dans sa chambre et tout. Je dis elle va vraiment pas bien, et puis hop, la nuit passe et le lendemain elle va mieux. Elle me dit moi j'étais tout content, je me mets à pleurer et tout, et j'étais petit, hein. Et elle me dit mais ils sont où tes muscleurs? Elle dit parce qu'en fait je te les ai donnés pour que tu guérisses. Elle me dit mais quoi? Et elle me dit mais qui a fait ça? Je dis c'est le voisin d'à côté, il m'a dit que si jamais je lui donnais pas tu mourrais. Et donc on est allé l'entrée d'à côté, sauf que le soir même il repartait au bled avec sa famille et ma collection. Il a fait un casse, quoi. Il a fait un casse, c'était juste avant de partir. J'avais déjà entendu cette histoire racontée par Fred. C'est dingue parce que cette personne doit encore exister aujourd'hui.
Ah oui, et oui. il a, d'une certaine manière, il a aussi grandi avec. Il a créé mon origin story de super vilain. Clairement, il y a C'est un là truc. que tout est arrivé. Ah mais oui. Parce que du coup, après, évidemment, donc pour continuer, moi j'ai toutes les Tortues Ninja. Ouais. J'ai une collection énorme de Chevaliers du Zodiac avec leur boîte, Ok. avec le Colisée, etc. Parce que j'ai Qui sont d'époque ou c'est des trucs que t'as D'époque. racheté une fois que t'as eu un pouvoir D'époque. d'achat d'adulte? Parce qu'en fait, comme on partait pas en vacances, Ouais. et qu'il y avait un centre commercial dans la cité HLM où je vivais, très très tôt, comme je partais pas, je restais devant le jouet club, à l'époque ça s'appelait Récréation, Oui. et j'ai demandé, j'avais 13-14 ans, et j'ai demandé à la gérante si je pouvais travailler au Black parce que je partais pas en vacances, et donc elle m'a dit non, on peut pas faire travailler les enfants. Mais Et je peux comme- te payer en jouets. c'est-à-dire que comme je restais là tout le temps et que des fois, elle s'occupait d'autres clients et puis il y avait des gens qui venaient acheter. Merde. Oula. Son crâne. Vas-y, je t'écoute. Et qui venaient acheter des jouets ou ce genre de choses. Moi, je dis en ce moment, ce qui plaît aux enfants de mon âge, c'est ça. Et puis on a vécu l'arrivée de la NES, de la Master Jeux System. vidéo, quoi. hein. Et en fait, comme j'ai toujours été aussi bavard, ça c'est un truc qui n'a jamais changé. Les gens repartaient en ayant acheté des trucs. Sans blague. Et C'est très ça, alors ça là, tu m'épates. voilà. Et donc en fait, au bout d'un moment, ils m'ont dit on peut pas te payer parce que c'est pas légal, mais si tu veux, on va te payer en jouets, en jeux vidéo, et ce qui fait que très rapidement, j'ai développé une collection Ok. incroyable Incroyable. parce que je bossais au Black. Génial. Ah ouais, c'est marrant parce que si t'avais eu de l'argent, t'aurais sûrement acheté exactement la même chose que la manière dont ils te payaient, quoi. Oui. Mais sauf génial. qu'en fait, c'était, tu vois, par exemple, là où je me suis fait arnaquer sur les jeux vidéo, c'est que en fait, quand j'avais terminé un jeu, Ouais. je devais le ramener. Et ils m'en donnaient un autre. Ah. Mais ça a duré des années. Ouais. Et donc, en fait, ils m'avaient payé un jeu. Ouais, je vois. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, mais. Ça a été une sorte d'abonnement à une sorte de bibliothèque de jeux vidéo, quoi, c'est où ça. tu pouvais tout C'était, tester, quoi. C'était ça. Et donc, En parlant d'abonnement, actuellement, le Studio 17 est en pleine campagne de financement pour la deuxième saison du Studio 17. C'est pour ça que nous sommes là en train de parler de jouets et de vous montrer des bons hommes. C'est que nous vous encourageons à soutenir cette campagne de financement participatif sur la plateforme du Studio 17. Je vois qu'en plus dans le chat, paf, ça suit participer à la campagne d'abonnement et au financement de la prochaine saison. C'est tellement bien produit. Voilà, il faut vraiment le faire et si c'est déjà fait, il faut vraiment en parler autour de vous et nous aider à atteindre le second palier qui nous permettra de ramener 20th Century Toys, donc l'émission dans laquelle nous parlons de jouets comme nous le faisons actuellement, mais beaucoup plus longtemps et avec beaucoup plus de jouets sur la table. Et Spin-off, l'émission de Frédéric Silgrist, une émission d'entretien, on peut appeler ça comme ça ? Complètement. Une émission d'entretien autour de la pop culture avec les gens qui la font. Putain, tout à l'heure, il a mis 3 heures à résumer son émission, je viens de te le faire en une phrase. C'est ça, on invite des gens qui fabriquent des œuvres et on en parle. Et donc, la dernière émission... Il a fallu 1h30 quand même. La dernière, il faut réfléchir préchauffage est longtemps, long, faut que je réfléchisse longtemps. Mais la dernière émission de la saison est disponible. Ton invité, c'est Pénélope Bagieux. Pénélope Bagieux car les pièces du puzzle s'assemblent comme si elles tombaient toutes seules, paf. Et déjà, t'as un puzzle 1000 pièces. Pénélope Bagieux qui participe également à la campagne Donjons et Dragons Ascendance, qui est donc actuellement le contenu, le programme vitrine de cette nouvelle saison. Et tous les épisodes sont déjà disponibles, donc n'hésitez pas à vous plonger ou à vous replonger dedans si vous ne connaissez pas. Je regarde, on est à 1h39 d'émission. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, bien. On s'était dit qu'on faisait hein. entre 1h30 et 2h. 30 et 2h. Et là, on est bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Nico et merci Fred Mais merci à toi. d'avoir pris du temps. Bah non, avec plaisir. Et dans le chat, je suis sûr qu'ils avaient encore plein de questions à te poser. Alors attends, quoi? Question? Quelle est la différence? Non, là on avait fait le tour à peu près. Alors il y a des gens, je crois, qui ont posé des questions sans mettre question, donc c'est pas très grave. Mais si vous avez d'autres questions sur les sujets dont nous parlons, n'hésitez pas à financer, parce que comme ça vous pourrez regarder les émissions et vous aurez vos réponses. Non, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de continuer à encourager le Studio 17 comme vous le faites. Merci les aubergines, j'ai même pas encore dit aubergines de toute la soirée. Et nous, on espère vous retrouver très bientôt. De toute façon, on va vous retrouver avec 20th Century Toys puisque nous n'avons pas terminé la première saison et il nous reste des épisodes à produire. Donc il va y encore y en avoir avant la fin
fin de l'été et avant cette saison 2 et peut-être grâce à vous une saison 2 dans les tuyaux comme on dit dans la Startup Nation. Voilà, bon, on vous fait des gros bisous. Bah oui. Passez une très très bonne soirée, un excellent week-end. N'oubliez pas de vous hydrater, surtout si vous vivez sous les toits. Et à très quoi bientôt. comme disait Yann Barthès. Voilà, sous les toits. On vous entend pas sous les toits. On vous fait des gros bisous et à plus sur la chaîne Twitch du Studio 17 et de la Bonne Auberge. Bye bye.